Ce n'est sans doute pas un scoop. De nombreux secteurs des solidarités, comme celui de la protection de l'enfance, du grand âge ou encore du handicap, souffrent d'un défaut d'attractivité. Mais le phénomène prend un tournant de plus en plus catastrophique aujourd'hui. Comment expliquer cette dynamique négative qui ne cesse de s'amplifier d'année en année? Quelles sont les conséquences pour les établissements et les services? Quelles pistes d'action pour l'avenir? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Florence Brault, aide-soignante au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan. Merci Florence d'être avec nous. Et Dominique Villa, directeur général de l'association Aide-N, qui gère plusieurs services d'aide à domicile et fondateur de Rêve Évolution, une organisation qui aide les structures à faire face à cette pénurie. Vous nous en direz un peu plus, Dominique. Merci d'être avec nous. Avant que nous débutions nos échanges, nous avons interrogé les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions sur ce sujet de l'attractivité des métiers. Je vous propose de les écouter. Selon moi, pour rendre attractifs les métiers du médico-social, c'est aussi le salaire qui compte beaucoup, surtout dans les zones où il est difficile de se loger, les loyers sont onéreux. Et donc d'être seul, d'être tout seul, c'est compliqué avec les salaires qu'on nous propose. L'attractivité des métiers, elle pourrait être renforcée par la mise en place d'accords d'intéressement qui permettraient de valoriser des actions qui sont réalisées et également de prendre en compte des objectifs collectifs mais également individuels pour justement que la rémunération soit plus attractive. À mon arrivée, j'ai vraiment découvert du matériel que je ne connaissais pas avant. Et depuis, je reste ici. Pourquoi? Parce que c'est vraiment équipé en tant que tout ce qui est matériel. Ça nous facilite dans la pratique. Ici, l'avantage, c'est beaucoup plus facile en fait. Beaucoup plus facile de pouvoir avoir tout cet équipement adapté qui nous permet en fait de ne pas avoir mal au dos et de pouvoir travailler en toute sécurité pour le résident et pour nous-mêmes en fait. Pour fidéliser nos salariés, hormis le fait qu'on a du matériel très adapté, je pense que l'ambiance aussi qu'on peut y amener, cette ambiance qu'on a, nous cadre aussi avec nos salariés, les salariés entre eux, on essaie d'avoir ce contexte un peu ambiance chaleureuse, familiale. Et ça, c'est ce qui peut faire aussi que nos salariés se disent « on revient parce qu'il y a quelque chose d'humain ici ». On a une ambiance qui est à la fois familiale sur une équipe plutôt petite, mais qui est toujours dans la bonne volonté, le bien faire et une proximité des différents professionnels qui se soutiennent vraiment au quotidien. Et à la fois cette liberté et diversité des moyens qu'on a pour accompagner nos patients. Selon moi, pour rendre attractifs les métiers du médico-social, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une personne référente quand on arrive dans une structure qui peut être... souvent, les structures médico-sociales, elles sont assez importantes. Et il faut une personne référente pour qu'on puisse, qu'elle puisse nous accompagner, que ça ne soit pas dérangeant pour cette personne-là et qu'on puisse poser toutes nos questions et être soutenu au début, voilà, les premières semaines. Pour renforcer les métiers du médico-social, il faudrait d'abord revaloriser les métiers, principalement des métiers de l'éducatif, tout ce qui concerne éducateur spé, moniteur éducateur, etc., AMP, qui font un travail formidable et qui, à mon sens, ne sont pas assez valorisés. Ce qui rendrait vraiment les métiers du médico-social beaucoup plus attractifs, ça serait de pouvoir faire plus facilement un changement de poste, pouvoir par exemple bifurquer vers un métier d'enseignant, enfin de passer d'enseignant à orthophoniste ou éventuellement plus facilement éducateur à enseignant ou orthophoniste, qu'il y ait des possibilités de pont, de passerelle entre les différentes formations, de ne pas être enfermé dans quelque chose. Très diverses, très intéressantes. Il faut quand même revenir aussi à l'origine de ce défaut d'attractivité. Donc, je me tourne vers Dominique Villa. Comment expliquer, j'imagine qu'il y a 1000 raisons pour expliquer ce défaut d'attractivité des métiers de l'humain, mais quelles seraient les grandes causes de ce défaut d'attractivité qui on l'a vu, on le voit, s'installe et s'intensifie d'année en année. Ouais. Effectivement, vous disiez qu'on pourrait en donner 1000. Moi, je vais quand même prendre le temps d'en prendre 3-4 quand même, simplement. Oui, bien sûr. J'ai imaginé que dans les métiers de l'humain, on disait que c'était principalement des métiers du sens. Et que dans ces métiers du sens, finalement, on se retrouvait là, sur un giratoire où les 4 rues qu'on allait prendre sont toutes les 4 en sens interdit. Et finalement, sans prendre forcément l'explication des 4, mais au moins de la première, c'est que les métiers du sens
qui sont les métiers de l'humain, sont avant tout des métiers de contact, de rapport à l'autre, mais aussi de rapport à la fragilité de l'autre. Et que finalement, dans notre monde, notre société actuelle, c'était un rapport non pas de fragilité, mais un rapport de force, un rapport qui renvoie à la puissance. À la performance. À la performance, à l'individualité, voire même à la conquête. Et finalement, c'est tout le contraire de la solidarité. Le deuxième sens interdit, c'est un interdit de l'image, finalement, de la perception que renvoie ce secteur. Clairement, on sent bien que ces métiers ont une connotation, si elle n'est pas négative, elle est du moins péjorative. Par exemple, on dit aide à domicile, aide ménagère. On va parler d'assistante de vie, on va parler d'assistante sociale. Mais en fait, qui a envie maintenant d'être dans l'assistanat, c'est-à-dire d'assister, voire même d'être dans l'aspect d'asservi, puisque c'est un métier de service. Donc il y a ce rapport-là. Oui, c'est un terme assistanat qui n'est pas vraiment à la mode, en tout cas, qui n'a pas été mis à la mode par certains responsables politiques. Et puis qui renvoie pas vraiment à l'utilité sociale du métier. Bien sûr. Alors que ce qu'on dit, c'est que l'utilité du métier, pour moi, c'est une histoire de don. Et c'est une histoire de don, mais surtout où c'est le donneur qui s'enrichit. Et ça, finalement, ça ne correspond plus à notre secteur et à notre société. Enfin, il me semble qu'il y a aussi une troisième difficulté qui serait un troisième sens interdit. Ce sont quand même les conditions de travail. C'était évoqué dans le petit focus préalable. Les conditions de travail sont quand même mauvaises, ce qui induit aussi des grosses problématiques autour de la santé du travail, ce qui induit... Avec un taux de sinistralité qui, on le rappelle, dans certains secteurs des solidarités, est même supérieur à celui du BTP, qui a d'ailleurs travaillé et fait des efforts pour corriger le tir, pas le secteur des solidarités. Exactement. C'est un secteur qui, sur l'accidentologie, est explosif. C'est un secteur qui, effectivement, sur cet aspect-là, apporte peu de compensation sur des aspects de, finalement, ok, peut-être qu'on va vous fragiliser, entre guillemets, par votre travail, mais qu'est-ce qu'on vous apporte en compensation? Quelle reconnaissance on peut avoir de ce travail-là? Et derrière, finalement, quel est notre rapport à l'utilité sociale? Et ça, malheureusement, c'est plutôt en affaiblissement. Et donc, ça dénote une multitude de sens interdits qui fait que on tourne dans le giratoire, mais on n'en sort plus. D'accord, très bien. Florence, qu'est-ce que vous pensez de cette image du carrefour, ce sens giratoire où on tourne en rond, on n'avance pas? Peut-être de votre point de vue justement de professionnel, d'aide-soignante sur le terrain, comment vous vivez les choses et comment vous expliquez justement ces causes du défaut d'attractivité qui, encore une fois, c'est pas nouveau, ça date pas de 2023 ou 2022, ça vient de loin tout ça. Alors je vous donne un exemple tout simple. Il y a eu la crise Covid, il y a eu les applaudissements, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits sur les métiers du soin, qu'on a dit les métiers essentiels. Donc on nous a un peu portés au nu en nous disant que nous étions essentiels à la société. Ça n'a pas duré tellement longtemps. Si, on parle encore des métiers essentiels et des métiers du lien. Il y a encore des rapports dessus. Il y a le livre de Vincent Jarousseau. Enfin, il y a encore cette dynamique un petit peu de on est quand même important. Super important. Et à Vannes, par exemple, à l'Institut de formation pour les professionnels de santé, il y a des formations pour les infirmiers et des formations pour les aides-soignants. L'IFPS est situé sur le campus universitaire de Vannes. Donc pour se restaurer, il y a le restaurant universitaire. Le restaurant universitaire, quand les aides-soignants étudiants y vont, le prix du repas est à 7,45 €. Quand les étudiants infirmiers y vont, le prix du repas est à 3,30 €. Parce que les infirmiers sont des étudiants. C'est un diplôme de niveau Bac+. Les aides-soignants ne sont pas considérés comme des étudiants. C'est-à-dire que dès le départ, on nous dit « venez mes petits », mais par contre, on vous fait quand même bien comprendre que vous ne valez pas grand-chose. Enfin si, 7,45 €, le prix du repas. Les étudiants aides-soignants, ce que je les appelle quand même des étudiants, bien qu'on dise plutôt des élèves ou des apprenants,
entrent dans ces études plus tardivement que les infirmiers. Les infirmiers, c'est souvent un premier choix post-bac. Donc ce sont des jeunes personnes de 18 ans qui vivent parfois encore chez leurs parents, qui ont des bourses, qui vont être rémunérées pendant leur période de stage. C'est une petite rémunération, c'est pas grand-chose, mais symboliquement, ça existe. Les étudiants aides-soignants, eux, entrent plus tard en formation. Une moyenne d'âge de 28 ans, je crois, mais là, je suis pas sûre. Donc ce sont la plupart du temps des femmes qui ont déjà une vie derrière elles, qui se reconvertissent dans un métier. Si elles se reconvertissent vers un métier d'aide-soignante, il ne faut pas rêver, elles n'étaient pas ministres de la Santé juste avant. Elles essayent d'évoluer dans leur profession ou alors elles cherchent une profession qui a du sens, mais on ne part pas d'un bac plus 12 pour arriver au niveau aide-soignant. Il ne faut pas rêver, j'en connais pas beaucoup. Enfin, j'en connais pas en fait. Donc ce sont des gens qui n'étaient de base pas forcément très riches, qui à l'âge qu'elles ont une vie de famille, ont des enfants, font leurs études d'aide-soignante avec une allocation chômage. Pour mémoire, quand j'étais en école d'aide-soignante, j'avais 650 € d'allocation chômage. Je devais faire des stages qui parfois étaient à 1h30 de chez moi. Je devais choisir entre aller en stage ou manger. Je suis allée à tous mes stages. J'ai perdu du poids. J'imagine. Voilà. Donc déjà, dès le départ, on nous dit métier essentiel, mais dès le départ, les conditions de formation pour un diplôme d'État ne sont pas optimales. Ensuite, je reprendrai ce que vous disiez, Dominique, sur la valorisation du métier par rapport à l'assistanat. Ce sont des professions à 90% féminines. Donc, ce sont des professions d'assistance, d'aide aux personnes vulnérables. Les personnes vulnérables que sont les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. L'aide aux personnes vulnérables, c'est un peu ce que font les femmes au quotidien, toute l'année, tous les jours, gratuitement à la maison. Pourquoi est-ce qu'on irait les payer pour ça? Elles le font si bien naturellement. On est éduqués comme ça. On n'a pas la fibre, on n'a pas la vocation, mais on est éduqués pour ça. On ne crée pas de richesse, on crée du bien-être. On crée du bien-être dans la sphère domestique, le domus. On crée du bien-être entre nous, on crée du bien-être auprès des personnes pour qu'elles puissent, elles, produire de la richesse. Les métiers d'aide ne sont que créateurs de bien-être au final, ne sont pas créateurs de richesse. Pourquoi dans une société telle qu'on la connaît maintenant, alors que c'est la création de richesse qui est valorisée, pourquoi irait-on valoriser ces métiers-là? D'accord. Donc ça fait effectivement de nombreuses bonnes raisons et peut-être aussi une explication. Cette dernière explication explique pourquoi on est vraiment dans l'impasse. Voilà. Alors, juste pour rester avec vous, Florence, puisque vous avez connu différents secteurs, puisque vous avez connu aussi le secteur du grand âge, ce défaut d'attractivité conduit à des pénuries de personnel, et ces pénuries de personnel, ça a quoi comme conséquence sur le fonctionnement des établissements et services? Parce que peut-être il faudrait raconter un peu comment ça se passe quand on manque de personnel et ça a quoi comme conséquence sur les personnels qui restent, eux? Quand on manque de personnel, il y a certaines missions, je pense aux aides-soignants, parce que c'est le secteur que je connais le mieux, qui passent au second plan. C'est-à-dire que, pour résumer, si on prend 14 besoins de Virginie Anderson, ce qu'on apprend tous en formation, on prend les besoins essentiels, les prioritaires, respirer, manger, boire, être propre, se vêtir, on se dit ok, on répond à ces besoins-là. Et le reste, qui est important aussi, tout le reste, on n'a plus le temps. On verra après, quand on aura le temps. Mais dans la pyramide de Maslow, c'est pareil. Si le besoin de base n'est pas satisfait, on ne peut pas monter. Donc, on va s'investir sur ces besoins essentiels, ces besoins primaires, parce que ça, il faut qu'on y réponde pour maintenir la vie des personnes dont on s'occupe. Mais le reste, on n'a pas assez de bras. Donc, on n'a plus le temps. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On a une espèce de fatigue de se dire, on est là que pour maintenir des gens en vie. On est là pour les habiller et les déshabiller, les lever et les coucher, leur donner à manger et les aider à éliminer ce qu'ils ont mangé. C'est quoi le sens de tout ça? Il y a une espèce de fatigue, d'épuisement en fait. C'est une charge émotionnelle qui est peut-être trop forte à porter pour nous, de se dire c'est ça, être vulnérable, c'est ce sens-là qu'on donne à la vulnérabilité. C'est pas humain ce qu'on fait. On prend soin d'eux, mais c'est pas humain la façon dont on prend soin d'eux. On les traite avec beaucoup d'humanité, parce que je suis sincèrement persuadée que même s'il y a des maltraitances, et je ne le nie pas, n'empêche que si on est et qu'on reste dans ces métiers-là, c'est parce qu'on aime ces métiers-là. Vu le salaire qu'on a, il faut vraiment aimer son métier. Mais il y a une perte de sens. Au bout d'un moment, il y a un épuisement professionnel.
les gens partent ailleurs, vont voir ailleurs. Il y a un turnover. Il y a de moins en moins de personnel, donc on répond de plus en plus aux missions essentielles parce qu'on a de moins en moins de bras pour faire le reste. Donc du coup, on s'épuise, perte de sens, turnover, épuisement professionnel, tac, 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 et ainsi de suite. Ouais, tout à fait, d'accord. Est-ce que j'imagine que vous confirmez cette espèce de cercle vicieux. D'ailleurs, il y avait quelque chose qui était très intéressant sur ce fameux recours à l'intérim, ce fameux turnover, cette gestion du turnover qui au final, alors là je vais me placer d'un point de vue économique, est beaucoup plus coûteux pour les structures que d'avoir des personnels qui sont là de manière durable, on est d'accord, hein? Ouais. On est d'accord. C'est d'ailleurs dans ma réflexion quelque chose que j'ai mis plutôt dans le côté de l'invisible. Moi j'ai mis 4 pistes visibles et quelques pistes invisibles. Les 4 pistes visibles, Florence, c'est ce que... c'est certaines que vous avez citées, c'est-à-dire finalement de moins en moins de personnes, moins d'activités, mais moins d'activités, moins de budget, et moins de budget, une dégradation finalement des conditions de travail, et aussi un retour quand même fortement important qui est rarement dit, c'est celui du présentéisme. Et le coût du présentéisme est peut-être des fois aussi important que celui de l'absentéisme. On y voit aussi évidemment une dégradation de la qualité de service. Et cette dégradation-là, ce qui est dit, ce que ça induit derrière aussi, c'est quand même des insatisfactions des personnes qu'on accompagne, des bénéficiaires. Oui, notamment, je reviens simplement sur la conférence de presse qui a eu lieu il y a 2 jours, organisée par l'UNIOPS, où il y avait un gestionnaire de service d'aide à domicile qui disait que les plans d'aide étaient en général, il y a 2-3 ans, accomplis à 95%. Là, on est de l'ordre de 69%. C'est-à-dire qu'il y a un volume d'heures qui n'est pas exécuté par manque de personnel. En fait, tout à fait, ça, hein, tout à fait, dans la plupart des structures. Ouais. Pas Eden, mais dans la plupart des structures. On va y venir. Ouais. On a aussi quand même, mais qui correspond aussi à finalement à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a aussi des recrutements hasardeux et qui entraînent un turnover supplémentaire, parce que effectivement, quand on recrute simplement par défaut, on se retrouve dans une situation où la personne qui va être recrutée a de fortes chances de ne pas être en adéquation avec les besoins de la personne. Et dans l'aspect encore visible, en fait, mais vous le disiez, Florence, sur la santé de ceux qui restent se dégrade et entraîne aussi des accidents de travail. Ce qu'on ne mesure pas dans ça, c'est que les accidents de travail amènent aussi du conflit au travail. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes, finalement, qui se retournent contre leur employeur sur cet aspect-là. Après, il y a le côté quand même invisible. Moi, je voulais quand même pointer sur ça, parce que finalement, quand on est manager d'une structure ou directeur, il y a des choses qu'on voit facilement, mais il y a des choses finalement qui sont un peu planquées sous le lit ou dans les cartons, ou dans l'armoire. On a quand même de plus en plus des collectifs qui se délitent, parce que dans le sens du turnover, de ces départs et ces arrivées, il y a de moins en moins de culture commune. Il y a de moins en moins d'histoires communes. Et donc ça, ce rapport-là, c'est aussi le fait d'habitude de travail. Alors, quand on parle après de collectif de travail, évidemment, on peut se poser la question de c'est quoi un collectif dans une structure où le turnover est fréquent. On a aussi quand même un certain nombre de choses sur des dépenses mal placées. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de la gestion de turnover, et puis de l'intérim. Ouais. Avant de parler finalement de turnover, voire même d'attractivité comme le font beaucoup de structures, il faudrait peut-être déjà évoquer la fidélisation du personnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rechercher sur ton établissement si vous faites partir personne, puisque grosso modo vous ne poussez pas les murs. Donc ça, ces impacts-là sont quand même colossaux. Et moi je me dis quand même que sur ces impacts-là, ce qui est embêtant, c'est que non seulement il y a un coût humain, mais il y a un coût du management, il y a un coût stratégique. Et puis le dernier point, si vous le permettez, oui, bien sûr. C'est quand même sur des établissements qui arbitrent en permanence entre certaines dépenses. C'est un peu ce que vous disiez, Florence. Et moi, ce qui m'embête dans cet arbitrage-là... Par exemple, ça peut être quoi l'arbitrage? C'est-à-dire, est-ce qu'on recrute ou on ne recrute pas en fonction des budgets? Est-ce qu'on recrute telle personne plutôt qu'une autre? C'est-à-dire que par catégorie, est-ce qu'on recrute une aide-soignante ou une infirmière si on en trouve une, ou bien
une kiné ou bien... voilà, c'est ça. Tout à fait. Et puis avec, évidemment, foncièrement, quand même, les personnes les plus opérationnelles dont on a besoin pour pouvoir intervenir auprès des bénéficiaires. Et c'est très embêtant dans cette réflexion finalement d'arbitrage, parce qu'en fait, on arbitre entre dépenses et dépenses, alors qu'on devrait arbitrer entre dépenses et investissements. Et c'est l'investissement qui fait l'avenir de la structure. C'est pas les dépenses directes au plus près. Et ça, je trouve que finalement, c'est quelque chose qui est une sorte de, peut-être même d'incompris, qui amène que finalement, sur l'image de l'employeur, sur la marque employeur, on se retrouve avec effectivement peu d'attractivité, parce que les candidats n'ont pas forcément envie d'aller vers des structures où il y a un fort taux de turnover, d'absentéisme, d'accidentologie. Donc on se retrouve dans un système, finalement, où cet arbitrage de dépenses amène quelque chose qui nie la nécessité d'investissement initial. D'accord, très bien. Je vous remercie Dominique. Alors la pénurie des personnels ne concerne pas uniquement le secteur des solidarités. De nombreux acteurs se mobilisent pour tenter de trouver des solutions afin de fidéliser les professionnels. C'est le cas de PKF Arcilon. Julien Dufresne, associé chez PKF et référent sanitaire, social et médico-social, nous en dit un peu plus. PKF Arcilon est un acteur national du conseil stratégique et financier, de l'expertise comptable et de l'audit qui regroupe 900 collaborateurs répartis dans 30 bureaux en France. Depuis plusieurs années, mes équipes et moi-même accompagnons de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les aider dans leur politique salariale. Ce manque d'attractivité touche de nombreux métiers et pratiquement tous les secteurs d'activité. L'industrie, la santé, le tourisme, les services, qui doivent en partie repenser leur politique pour s'adapter à ce nouveau rapport au travail. L'enjeu est majeur puisqu'il conditionne désormais l'arrêt ou la poursuite de certaines activités de notre économie. Et ce constat, comme vous le savez, n'est pas exclusif de la France, mais c'est bien un phénomène mondial. Plusieurs dispositifs semblent donc émerger pour aider les gestionnaires à attirer les candidats. On peut citer l'exemple du contrat d'intéressement. Très employé par les entreprises commerciales, où il est le plus souvent indexé sur les bénéfices, sa mise en place dans le secteur social est plus méconnue alors qu'elle revêt de nombreux avantages. Son principe, récompenser financièrement les salariés pour leur performance collective. Mais alors, comment mesurer cette performance chez les acteurs de la solidarité? Eh bien, tout simplement en combinant à la fois des objectifs qualitatifs, par exemple le bien-être des usagers, la satisfaction des familles et pourquoi pas celle d'ailleurs des salariés, les circuits courts, la production locale, etc. Et donc de combiner ces objectifs avec des indicateurs quantitatifs tels que le niveau d'activité, le taux d'occupation ou encore la maîtrise des dépenses. Sur le fond, ce mécanisme de redistribution des bénéfices constitue un véritable levier de motivation pour les salariés. Il est également inscrit dans l'intérêt général puisqu'il bénéficie aussi bien aux usagers, à la maîtrise des fonds publics et au territoire. Alors donc on se retrouve sur cette question de l'attractivité des métiers. On a vu les causes du défaut d'attractivité, les conséquences effectivement sur les établissements et services, un certain nombre de pistes déjà proposées. C'est quoi les solutions pour essayer de sortir de cette impasse du défaut d'attractivité? Parce qu'on a l'impression d'être face à un mur et qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc c'est quoi pour vous, Florence, les solutions qui pourraient être envisagées? Je vais vous dire un truc ultra classique et ultra attendu, des sous. Voilà, des sous-sous dans la poche. Hein. Des sous-sous dans la poche. Alors, c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis aide-soignante en établissement public. J'estime que pour mon niveau de diplôme, pour mon temps de travail, je bosse à 80%, j'ai un salaire qui est correct. Si je prends pour la valeur de mon travail, je pense que le salaire est correct. Par contre, si je veux me loger à côté de mon travail, mon salaire n'est absolument pas correct. Vannes est une ville très chère. Donc, je me loge très loin de mon travail. Enfin, très loin. Pas trop loin, mais un peu loin quand même. Donc, je dépense beaucoup d'essence pour venir. Se loger loin de son travail, ça me permet de payer moins cher de loyer. Par contre, quand je commence à 6h45, ça veut dire que chez moi, je pars à 6h10. Donc, je me lève vers les 5h. Au bout d'un moment, je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Je comprends. Ouais. Donc, en fait, avoir plus de sous, c'est pas pour m'enrichir et aller acheter des trucs ultra bling-bling, parce que je n'aime pas trop le bling-bling, mais ça me permettrait de me loger plus près et ça me permettrait d'être moins fatiguée et donc de mieux profiter de ma vie. Et si je profite mieux de ma vie, je suis plus heureuse, je suis plus souriante et je fais mieux mon boulot. Oui, tout à fait. Et puis c'est une situation, effectivement, cette question de toutes ces dépenses et de vie chère,
Maintenant, avec l'inflation, on va dire que ça concerne peut-être l'ensemble du territoire, mais en Île-de-France, en tout cas, c'est particulièrement le cas. Alors, vous parliez du Morbihan, effectivement, mais Île-de-France, il y a énormément de travailleurs sociaux qui se plaignent de ne pas pouvoir se loger. Les gens viennent de loin pour travailler, et ça pose une autre question, c'est que quand je vous disais que ces métiers sont essentiellement féminins, il y a un taux de divorce qui est énorme en France, et qui garde les enfants ? C'est souvent les femmes. Donc, qui sont les mères célibataires? Ce sont souvent les femmes. Et comment elles font, les mères célibataires, quand elles commencent à 6h45 le matin? Quelle nounou prend les enfants à 6h45 le matin? Et quand il y a plus, quand ils vont à l'école, les garderies à 6h30 du matin, elles ne sont pas ouvertes. Donc, il faut payer une nounou, passer par l'aide à domicile, donc des structures que vous connaissez bien, qui sont pas forcément chères, puisqu'elles sont tout aussi mal payées que nous. Mais en fait, pour nous, elles sont déjà trop chères, parce que ce qu'on leur donne, ce qu'on donne à la structure, c'est plus que ce qu'on va toucher en taux horaire, puisqu'on paye les charges. Donc en fait, pour aller travailler, je dépense de l'argent, ce qui est le cas de beaucoup de parents, mais je dépense de l'argent que je n'ai pas. Du coup, je réduis mon temps de travail pour payer moins de nounous, mais du coup, je gagne moins d'argent. Mais du coup, j'aurai moins de retraite et du coup, je vais être plus pauvre, donc je vais être plus vulnérable. Du coup, je vais me retrouver dans un EHPAD un peu moins cher. Du coup, il y aura moins de personnel et du coup, il y aura des gens qui feront eux-mêmes appel à des nounous. Enfin, on s'en sort pas, ça. C'est toujours une histoire de femmes qui se renouvelle. Donc, où sont les hommes? Pardon. J'ai pas chanté là, cette fois-ci. Donc ça, pour moi, c'est une vraie question. La question, c'est pas les sous-sous dans la popoche, c'est des sous pour permettre de bien travailler, des sous qui nous permettent d'aller au travail sereinement, tout simplement. Tout à fait. La deuxième piste que je verrais, c'est une piste qui a été largement débattue et dont Myriam El Khomri, dans son rapport, il faisait une belle part. Oui, ce rapport qui date de 2021, c'est ça, ou 2019 peut-être. Alors, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, oui, ce fameux rapport sur l'attractivité des métiers de l'autonomie. Mais ce rapport était merveilleux, vraiment, il était merveilleux. Et il y avait une chose merveilleuse dedans, c'était qu'elle parlait de l'évolution des professionnels en disant des missions d'enseignement. Et alors moi, je suis aide-soignante et je rêve d'enseigner. C'est vraiment mon truc idéal. Donc, je vois que vous souhaiterez ouvrir l'enseignement aux aides-soignantes avec une certaine expérience. Et je me dis, cool, je suis aide-soignante, je commence à avoir un peu d'expérience. Je vais pouvoir enseigner. C'est mon rêve absolu. J'attends que les décrets soient passés, tout ça, patiemment. Et puis, l'IFPS propose des offres d'emploi pour aller enseigner auprès des aides-soignantes. Je me dis, c'est mon heure. Je saute sur l'occasion. Je postule. Pas de réponse. Je me dis, bon, c'est pas grave, mon profil ne les intéresse pas, alors que je fais des trucs super sympas dans la vie. Ils me rappellent quand même et ils me disent, votre profil est intéressant, merci, mais vous n'avez pas le niveau. Alors, j'ai pas le niveau, donc du coup, je le vis mal parce que je leur dis, mais écoutez, je suis aide-soignante, je suis assistante de soins en gérontologie, je suis monitrice éducatrice, j'ai un bac littéraire, donc a priori, je sais parler, j'écris des trucs, donc a priori, je sais écrire, j'ai même un diplôme universitaire sur le partenariat patient-soignant, je veux dire, ça vaut rien, mais bon, quand même, quoi, voilà, j'ai passé un diplôme. Bien sûr. Ouais, mais il faut bac plus 3 ou bac plus 6. Oui, mais Myriam El Khomri, elle a dit que. Oui, mais non. D'accord, Voilà. Ça, donc en fait, concret, on nous promet quelque chose, on nous fait rêver en se disant on va pouvoir être aide-soignante et aller enseigner à nos pairs. Et on n'est pas plus bête que les autres. On va leur enseigner des choses qu'on connaît puisqu'on les pratique. Et on les réfléchit, ces choses. On n'est pas juste des neuneux qui faisons des soins bêtement. On réfléchit entre nous, on va à des comités d'éthique, on fait des choses, quoi. Mais en fait, non. Donc, il y a une école privée sur le site de l'hôpital qui m'a embauchée. Et je peux faire des cours auprès des AES, en fait. Donc, je suis super heureuse, je suis aide-soignante et formatrice, donc je vis quand même ma meilleure vie au final, mais dans le public, ce n'était pas possible. Donc, en fait, toutes ces diversifications de missions dont on rêverait, parce qu'on aimerait pouvoir être aide-soignante, mais aussi être formateur, mais aussi avoir des missions peut-être plus d'éducation, de choses pour lesquelles on est formé, d'animation, on est formé à l'animation, on est formé à la communication. En fait, on a des super formations, nos formations sont vraiment complètes, mais on nous demande une mission. Et une fois qu'on a effectué notre mission pendant plusieurs années, et qu'on est blessé, et qu'on est fatigué, et qu'on est au bout, parce que là, je suis aide-soignante, j'ai 46 ans, 20 ans de plus, c'est mort, j'y arriverai jamais. J'ai déjà du mal à me lever le matin, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on nous proposera après ?
on va nous dire quoi? On va nous dire, vous êtes cassé, mais bon, vu que vous avez 7 ans d'espérance de vie en moins, c'est pas grave pour la retraite, on aura moins à vous payer. Il n'y a pas de rêve dans notre métier. Moi, je veux pouvoir rêver. Ouais, tout à fait. Très bien. Je vous remercie, Florence, justement sur cette impossibilité de rêver, ce défaut de perspective. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Dominique? Moi, j'aime bien le rêve. Je pense qu'une certaine forme d'utopie est nécessaire à notre secteur. Je reprends autrement votre question, puisque c'était la question initiale des pistes globales. Je voulais quand même mettre en préalable peut-être d'arrêter de se plaindre. Parce que quand la plainte est permanente, elle devient systémique et ça devient particulièrement inaudible. Et ça serait bien, à un moment donné aussi, de sortir justement, de se dire... Est-ce qu'on peut parler justement d'un avenir? Est-ce qu'on peut parler de rêve? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme d'utopie? La première piste que moi j'avais, c'était, telle la chanson d'Alain Bachung, faire envie. Faire envie aux salariés présents, faire envie aux candidats, faire envie à des stagiaires, faire envie à des personnes qui se lamentent actuellement de leur métier actuel dans d'autres branches. Faire envie à ceux qui travaillent déjà dans ce secteur. Et je me disais que faire envie, en fait, c'était redorer le blason. Et faut-il encore que dans les structures, il y ait un blason, quelque chose qui permet le ralliement, qui permet un langage commun, qui permet de faire, de concilier les vues, les échanges, qui permet aussi finalement de valoriser et de remettre au centre de ce blason un horizon commun. Et ça correspond, il me semble, quand même à quelque chose qu'on pourrait compléter avec Florence. Mais c'est aussi parler de vie collective, de défis collectifs. Et dans défis collectifs, il y a performance. C'est parler d'équipe de travail, ce qu'on parle de moins en moins. Oui, bien sûr. De solidarité par les soutiens professionnels. C'est aussi parler de pouvoir d'agir. Et peut-être dire, alors je ne dis pas une fois pour toutes, mais je le pense, que le pouvoir d'agir commence probablement par les salariés plutôt que par les bénéficiaires quand on est en pénurie de personnel. Ce qui me semble aussi important et qui correspond au premier mot que j'ai pu dire, c'est de rendre visibles les fragilités, les vulnérabilités. Ça me semble hyper important et ça permettrait peut-être de rendre visibles ceux qui accompagnent ces fragilités, ces vulnérabilités. Mais aussi de parler finalement que dans ce sens-là, de prévention des fragilités, on pourrait évoquer les fragilités des professionnels. Et finalement, quand on parle de prévention, souvent on dit que la prévention permet ou facilite le fait de moins dépenser sur la réparation. Et bien, parlons de prévention pour les professionnels, et ça coûterait probablement moins cher en termes de réparation, autant pour les employeurs que pour les organismes sociaux derrière. Il y a deux autres éléments sur lesquels je voulais aborder. C'est un, la subsidiarité. Si c'est le principe de révolution, c'est aussi le principe de transformation des services qui travaillent en équipe autonome, par exemple, ou en collectif autonome. C'est remettre de la... On va l'évoquer, ça. Je lui laisse la main sur le sujet. Mais c'est de remettre la subsidiarité partout où ça en est. Et surtout, quand on parle de subsidiarité, souvent on parle de pyramide inversée. Ben, moi, je parle de fin des pyramides, de fin des pharaons et de fin des pharaons qui ont des pouvoirs privilégiés, exemplaires et bien trop importants. Et donc c'est aussi de remettre de ce sens-là dans le collectif. Oui, de remettre de l'horizontalité en fait. Exactement, et un rôle à chacun. Et enfin, ça ne vous étonnera pas, mais c'est faire une place unique à la confiance et aux effets symbiotiques de la confiance. C'est-à-dire la confiance... on le sait, quand on accompagne des personnes fragiles, c'est faire le pari de l'autre. Et ben, quand on fait le pari de l'autre,
avant tout, on parle non pas de la vulnérabilité de l'autre, mais de sa propre vulnérabilité. Et ça parlera, quand on évoquait en tout premier lieu les rapports de force qu'on peut avoir dans la société, dans une société de force. Ben là, le pari de l'autre et la confiance, c'est un rapport de vulnérabilité. C'est faire le pari de la vulnérabilité, de sa propre vulnérabilité et de celle de la personne, dans le sens où je me rends vulnérable, tu ne me trahiras pas. Et ça me paraît, moi, vraiment important, parce que si on voulait parler d'une piste générale, on parlerait d'une société de vulnérabilité consentie. Bien sûr. Hein. Et il y a un mantra qui est mis en avant là, pour ma structure en 2024, qui n'est pas de moi, hein, qui est de Samuel Beckett, mais c'est déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue mieux. Très bien. Merci beaucoup Dominique Villa. Florence aussi, merci beaucoup. Je vous remercie pour ces premiers éléments qui nous permettent d'envisager quelques pistes pour l'avenir. Un autre motif d'espoir, on va le voir, est la créativité dont font preuve de nombreux acteurs pour rendre leurs établissements ou leurs services plus attractifs. C'est ce que nous allons évoquer lors de notre prochaine séquence. Avant d'aborder celle-ci, je vous propose de découvrir l'action de la Fondation Mallet, une organisation qui a placé le bien-être de ses salariés au cœur de son projet. Reportage. Pour que les personnes puissent venir et trouvent ça attractif, le fait de ne pas avoir de rendement, il faut que quand on vient dans le secteur, on soit bien accueilli. Et qu'il y ait un vrai effort de management à tous les niveaux, de la direction générale, à l'éducateur cordeau et au salarié lui-même, puisque lui-même va manager et aura toute une petite unité avec son résident, son patient. Donc c'est cette façon de manager à tous les niveaux, de prendre soin, et ça c'est pour moi c'est très attractif dans un monde où aujourd'hui beaucoup de jeunes recherchent du sens. Eh ben, il n'y a pas de rentabilité, il y a juste du prendre soin. Et peut-être qu'on ne le dit pas assez. Nous sommes en milieu rural, donc très peu de logements aux alentours. Et ce que nous proposons à nos professionnels pour leur faciliter la venue dans nos établissements, ce sont des logements à un tarif très abordable au regard du tarif des logements que l'on peut trouver sur notre territoire. Et cela fait partie des facilités pour pouvoir arriver et venir travailler en milieu rural. Ce qui est important, c'est le cadre. Le cadre de vie, le cadre de travail et le cadre qu'est le manager. C'est-à-dire que dans le cadre de vie, le cadre de travail, la Fondation a investi pour avoir des outils adaptés, facilitateurs, et qui permettent aux professionnels de ne pas s'user prématurément au travail, puisque nous sommes dans des milieux où le travail est très lourd, usant, pénible même, pour qu'ils puissent prendre soin des personnes accompagnées tout en prenant soin d'eux-mêmes. Ce sont les systèmes de lève malade, de transport, d'aide au déplacement des malades. Ce sont aussi des salles de repos pour les professionnels. Ce sont tous ces outils complémentaires quand on est aussi dans le cadre du handicap mental, psychique. Tous ces outils, ces ateliers qui peuvent être mis à disposition des professionnels pour développer des activités enrichissantes pour les personnes accueillies, et donc attractive également pour les professionnels qui doivent les mettre en œuvre. Tout ce qui est matériel, c'est quelque chose qui est très attrayant, qui nous permet de recruter assez plus facilement, mais on a aussi ce côté formation qu'on peut permettre à des salariés. Nous avons donc un centre de formation qui permet de former sur différents sujets, de la déglutition, les prises de médicaments, on auto-forme nos salariés. C'est vraiment quelque chose dont la Fondation est assez fière et auquel on travaille beaucoup. Aujourd'hui, mes salariés sont tous formés 2 à 3 fois par an sur des sujets qui ne sont internes à la Fondation, donc c'est vraiment très important. Et puis on a quand même un très beau cadre de vie avec beaucoup d'extérieur, et ça c'est aussi un plus, nos salariés aiment bien, on a l'opportunité de faire des soirées, des sorties, des balades aux alentours, et tout ça c'est un petit plus qui fait que les salariés aiment bien travailler chez nous.